Donc tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui va parler de naturopathie. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir, de recevoir Véronique Chouteau, naturopathe et nutrithérapeute, qui va vous expliquer en fait, l'utilisation de la bioimpérométrie en naturopathie, avec plus précisément des études de cas qui vont porter dans différents domaines, que ce soit l'obésité, sur la partie dénutrition, nutrition et l'activité sportive. Donc Véronique, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Partager. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors là, oui, ça y est, ça apparaît. Ouais, il faut le temps que ça arrive. Alors, je vais vous présenter, donc ce sont divers cas de ma clientèle, en fait, que j'ai utilisés pour illustrer je dirais, le côté positif et ce qui me permet, des informations que ça me permet de retirer ou de valider dans ma prise en charge de mes différents consultants. Moi, c'est un outil que j'utilise maintenant depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que dans bien des cas, c'est extrêmement utile. Et surtout, le côté visuel, et vous allez voir les informations qu'on peut en retirer, vient aider et confirmer des paramètres ou mettre en avant des choses que l'on n'aurait pas imaginées. Donc voilà, donc on va commencer par si ça veut bien marcher, voilà, le côté perte de poids, obésité. Donc, c'est une de mes consultantes qui est Audrey. Elle a 47 ans. Elle aimerait en fait perdre une vingtaine de kilos. Elle mesure, quand je la rencontre, 1,74 m et pèse 92,2 kg. Le plus bas qu'elle ait fait, c'était 65 kg et elle est montée jusqu'à 100 kg. Elle a évidemment une très mauvaise image d'elle-même. Et surtout, elle a fait beaucoup de régimes depuis l'âge de 15 ans. Elle a une activité qui est très réduite depuis plusieurs années, en fait, du fait d'un accident qu'elle a eu. En fait, elle a un bus qui lui a roulé sur les pieds et qui fait que les médecins pensaient même qu'elle ne remarcherait jamais. Aujourd'hui, elle recommence à marcher, mais tout ça, le manque d'exercice a évidemment aussi augmenté les risques de prise de poids. Et elle a une alimentation tellement restreinte, elle ne mangeait vraiment plus rien. Je me demandais même comment elle arrivait à tenir, parce que c'était le genre à manger une feuille de salade par jour et un yaourt. Ça s'arrêtait là. Donc, qu'est-ce que nous dit l'impédance-métrie? Donc, on va Véronique, voir… pardon, Oui, je vous coupe, juste, vous n'êtes pas en mode plein écran. Donc je ne sais pas si c'est d'accord. Alors, je vais me remettre en mode… comme présentation. ça. C'est mieux comme ça? Là, oui, tout à fait. Et j'en profite juste pour dire aux personnes de poser leurs questions au travers du chat et Mhm. nous vous les transmettrons à la fin. Nous allons garder 15 minutes à peu près ou 20 minutes à la fin pour les questions-réponses. Et puis, je pense qu'on regardera aussi un peu pour présenter un peu plus l'appareil pour les personnes qui ne le connaissent pas. Là, j'ai extrait des morceaux des tableaux que l'on retrouve à la suite des prises de mesure, donc dans le logiciel qui nous permet de regarder en fait les différents résultats. Donc, la première chose, donc le bandeau, nous donne une information donc, qui est l'angle de phase, qui nous donnera donc une indication sur on va dire la vitalité de la personne et donc sa forme. Et donc, cet angle de phase va être à tenir dans certaines fourchettes. Ici, on s'attendrait par rapport au fait que ce soit une femme avec une activité relativement faible, à ce que cet angle de phase se situe entre 5,5 et 6,5. Donc là, il est à peu près
dans les normes, mais normes basses. Donc, ça va être corrélé aussi à différents paramètres, notamment la masse musculaire et plus ou moins l'hydratation également. Un autre indicateur que l'on trouve déjà d'entrée, donc, qui est cet IR qui nous donne un résultat qui sera aussi intéressant quant à la forme de la personne. Tant que cet IR sera, on va dire, en dessous de 0,8, on sera à peu près dans des résultats qui nous donneront une bonne forme. Alors, ça va être influencé s'il y a des problématiques inflammatoires ou un mauvais état d'hydratation. Donc, ça sera aussi le reflet de la condition physique de la personne. Ici, avec un IR à 0,821, on est sur possiblement soit une problématique, on va voir plus tard, d'hydratation et ou d'un problème inflammatoire. Donc déjà, rien qu'avec 2 chiffres, on a 2 données qui nous donnent déjà une idée sur la vitalité de la personne. Ensuite, on retrouve des données sur une cible et également avec des indicateurs rappelés chiffrés qui vont nous permettre, un micro qui n'est pas fermé, qui vont donc nous donner des indications sur la masse osseuse, la masse musculaire, la masse grasse et l'hydratation, ainsi que sa répartition. Donc, on se retrouve avec des données qui sont comparées également par rapport à un panel assez important de références en fonction de l'âge et du sexe de la personne également. Donc ici, on s'aperçoit donc que pour Audrey, on a une masse musculaire qui est quand même augmentée, alors qu'elle n'a pas d'activité physique, puisqu'elle avait ou elle recommence juste à marcher du fait de son accident. Donc, on peut se poser plusieurs questions. Déjà, bon, il est vrai que comme il y a du surpoids, on va avoir besoin d'emmener l'organisme, donc enfin, le squelette et les différentes masses. Ça va développer un peu la masse musculaire, mais on pourrait aussi se poser la question s'il n'y a pas un problème, par exemple, d'hyperinsulinisme, puisque l'insuline est une hormone catabolisante, donc anabolisante, pardon, donc qui va construire. Donc, on peut se poser cette question et ça sera rapproché des modes alimentaires également de la personne. On a une masse grasse qui est très augmentée, avec notamment un excès qui va être supérieur à l'excès de muscle et dans ce ratio un peu déséquilibré, notamment, on peut s'interroger sur un manque d'oméga 3. Un manque d'oméga 3, par exemple, va favoriser ce genre de choses. On a une sous-hydratation au niveau, donc un volume hydrique qui a baissé. Ça sera à pondérer puisque, et on verra dans les paramètres suivants, donc dans les tuiles que l'on va voir un peu plus loin, est-ce que cette hydratation est perturbée possiblement par une masse grasse importante? La masse grasse, de fait, ne retient pas vraiment l'eau puisqu'elle a une hydratation qui est relativement restreinte aux alentours d'une quinzaine de %. Audrey a une très bonne masse osseuse et on a un indicateur qui nous donne également la charge totale. Donc, est-ce que le squelette peut supporter ce surcroît de muscles et de masse grasse? Ici, il est en orange, donc ça sera une observation à faire dans la remise en mouvement, dans le choix des activités. On va éviter les activités avec des impacts qui vont venir stresser un peu plus le squelette. Donc, on sera plutôt vers des activités portées. Donc ça, c'est un indicateur que j'utilise moi très très fréquemment
dans mes choix de remise en mouvement. Donc ensuite, on retrouve les différentes données sur des carrés ou des tuiles qui vont nous permettre d'affiner un petit peu plus les choses. Donc, on va avoir le métabolisme de base qui va être fonction également de la masse musculaire, qui vont nous permettre de voir quelles sont les capacités de l'organisme à dépenser. On a la masse grasse qui est remise sur une échelle, pareil, comme elle était un peu sur la cible. Le positionnement, est-ce qu'elle est dans une zone plutôt verte, plutôt limite à surveiller, ou là, carrément, là chez Audrey, elle est dans le rouge, donc il faudra vraiment intervenir et ça devient, c'est une surcharge beaucoup trop importante, donc qui va entraîner tout un tas de dysfonctionnements, même en dehors des troubles sur le poids sur le squelette et les risques derrière, maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires, etc. On a également donc, tout ce qui concerne la masse métabolique, la masse musculaire, pardon, squelettique, qui vont, donc on a vu que c'était une bonne masse musculaire. On a le capital minéral osseux, donc toujours remis sur un petit curseur qui permet de voir où se situe le consultant ou la consultante. La masse musculaire squelettique des membres, on verra dans un autre exemple. Ici, on n'a pas de problématique particulière, mais on verra sur un autre exemple que ça peut être aussi un moyen de vérifier s'il y a suffisamment de muscles au niveau des membres et si on n'est pas en sarcopénie. Le risque de la sarcopénie est notamment risque de chute. Plus on avance en âge, en plus c'est délétère et tous les risques derrière que cela va engendrer au niveau santé physique globale. En plus, la masse musculaire, c'est de cette masse que va dépendre comment s'appelle, la masse métabolique. On a ensuite d'autres tuiles, comme notamment la masse protéique métabolique, qui vont nous donner, qui va être plus ou moins élevée en fonction de la masse musculaire. Ça nous donne la quantité, on va dire, protéique, notamment au niveau des cellules, des différentes cellules de l'organisme. Donc, également, la masse cellulaire active qui va nous donner le niveau donc, de cellules actives de l'organisme et qui va être à corréler ou à rapprocher de l'angle de phase. Comme il n'était pas au maximum chez Audrey, on a également ici une masse cellulaire active qui ne va pas être forcément dans le rouge et dans le vert, pardon, et qui va être un peu impactée également par l'hydratation. Et on a vu donc aussi que cette IR, il y avait un résultat qui pouvait être impacté également par un défaut d'hydratation que l'on retrouve ici avec un manque d'eau en intracellulaire. Donc chaque fois, chaque représentation, et on peut voir si la personne se situe vraiment dans sa zone verte ou pas. Et donc après ça, pouvoir apporter les corrections qui vont bien. Chez Audrey, il y avait une sous-hydratation que l'on voit mentionnée ici et confirmée. Avec un défaut de répartition. On a plusieurs possibilités. Donc, Audrey ne buvait pas beaucoup. Elle avait également une répartition qui n'était pas toujours bien corrélée, du fait aussi de cette importante masse grasse qui retient
de l'eau essentiellement en extracellulaire, donc qui vient aussi majorer le déséquilibre. Du coup, on a des possibilités grâce au calcul de données par l'appareil de pouvoir isoler les résultats, notamment au niveau de l'hydratation, avec l'équilibre hydrique hors de la masse grasse. Audrey manquait d'hydratation, donc on a un manque en fait en extracellulaire et en intracellulaire, hors masse grasse, mais en fait, on va dire qu'on a quand même un équilibre dans le déséquilibre ici. Donc, normalement, ça devrait s'améliorer en buvant plus pour Audrey. Je suis coincée. Ça ne veut plus marcher. Je vais être obligée de revenir en arrière, il est coincé. Voilà. Donc, l'intérêt aussi d'avoir ces mesures avec le Biodie Expert, c'est que chaque mesure est enregistrée. Et donc, lorsque l'on revoit les consultants, on a une possibilité de regarder l'évolution et de vérifier que ce que l'on a mis en place porte les fruits que l'on voulait. Donc ici, chez Audrey, on voulait lui faire perdre du poids et surtout lui faire perdre un maximum de masse grasse. Dans le sens et éviter de perdre de la masse musculaire. Donc, il y a toujours une petite perte de masse musculaire puisqu'on a quand même moins de poids à porter, donc on fera moins travailler la masse musculaire de fait, mais l'idéal, c'est d'en perdre le moins possible, voire même si on peut en regagner, c'est encore mieux. Donc, je revois donc Audrey après 4 mois, elle a perdu 6,2 kg. Et sur ces 6,2 kg, elle a perdu pratiquement 5,6 kg de masse grasse. Elle a une petite perte de masse sèche, donc ce qui va nous permettre, moi aussi, d'insister et de voir par rapport aux réformes alimentaires, de vérifier qu'elle a bien mis des choses en place, et notamment avec suffisamment de protéines, notamment, et puis un minimum d'exercice adapté à sa situation, bien entendu. Mais sachant qu'Audrey partait de très loin en alimentation et que je l'ai fait beaucoup plus manger et elle a perdu du poids quand même. Donc, la perte de masse grasse améliore l'hydratation, qui reste encore insuffisante aujourd'hui, quand je l'avais revue au bout de 4 mois, mais du fait d'avoir perdu cette masse grasse, on a quand même un équilibre qui s'améliore un petit peu. Donc, il faudra quand même qu'elle continue à boire plus. C'était une des grosses difficultés d'Audrey, c'était d'arriver à boire. Donc, qu'est-ce que l'on a pu relever ici grâce à ces indications? Que l'hydratation était insuffisante et qu'il fallait vraiment se pencher dessus, qu'au niveau de l'intestin, on pouvait se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hyperperméabilité? Les apports oméga 3 seront à majorer et à regarder. On améliore l'alimentation et on continue à surveiller. Et on voit aussi également des bilans, s'il y avait besoin, on peut regarder, aller surveiller sa glycémie, aller surveiller sa résistance à l'insuline par exemple, voir d'autres bilans, voir des bilans sur des acides gras si on veut. Enfin, bon, voilà, en fonction de chaque pratique de chacun. On voit ce que l'on fait ou pas en termes de bilan. En tous les cas, l'impact est extrêmement important pour le consultant qui, lui, va voir de manière vraiment, c'est très visuel, ce qui va ou ce qui ne va pas.
j'avais illustré derrière, donc très brièvement sur les tableaux, ne pas forcément associer surpoids et mauvaise forme physique. Donc ici, j'avais rencontré Johanna qui a 23 ans. En fait, elle était suivie par une coach sportive et qui s'occupait également de son alimentation. Par contre, cette coach n'avait pas du tout cet appareil et lui avait conseillé de faire de la course à pied pour dépenser de la masse grasse. En fait, donc, quand on regarde l'angle de phase qui est extrêmement bon, il est à 8 chez Johanna. Elle a un IR qui était à 0,751. Alors, quelques petites problématiques d'hydratation, mais sinon, sur la charge totale, on voit que Johanna avait, donc c'était en orange, en warning, il y avait trop de poids sur son squelette. Et d'ailleurs, elle se plaignait de douleurs au genou depuis qu'elle avait couru. Donc, elle avait entendu par l'intermédiaire d'une de mes connaissances que j'avais cet appareil. Donc, en fait, moi, je l'avais rencontré essentiellement pour avoir ces informations donc de répartition de masse et surtout voir si l'activité physique qui avait été proposée par sa coach était adaptée. Et ici, ce n'était pas le cas. Donc, on était plus orienté vers une activité certes cardio, mais plus portée comme la natation, comme aller faire de l'elliptique par exemple, ou du vélo par exemple assis. Donc un autre cas donc de personnes moi, que j'ai rencontrées, donc là c'est Anaïs. On verra que la problématique est complètement différente. Elle a 21 ans lors de notre première rencontre et en fait, elle a décidé d'avoir une alimentation végétalienne pour suivre sa mère qui, elle, avait décidé de mettre ce mode alimentaire pour maigrir. Donc, la mère d'Anaïs était en surpoids, Anaïs pas du tout et elle avait même déjà des tendances légèrement anorexiques. Quand je la reçois, ça fait déjà 4 mois qu'elle a un régime plutôt vegan. Elle pèse 47 kilos pour 1,64 m. Donc son poids est déjà bas et à l'anamnèse, elle me rapporte déjà des éléments qui vont être évocateurs de déséquilibre tout à fait possibles, notamment des problématiques de thyroïde. Elle avait déjà fait de l'acné qui avait été traitée l'année précédente par du Roaccutane. Elle avait un état un peu dépressif. Et elle a surtout une alimentation extrêmement déséquilibrée avec absolument aucune complémentation, que ce soit en iode, que ce soit en B12, etc. Donc B12, on aurait pu dire au bout de 4 mois, ce n'était pas l'urgence, mais elle n'avait absolument aucune complémentation. Elle a, par rapport à son âge, donc un angle de phase qui est déjà trop bas, un IR un peu augmenté, donc possiblement peut-être avec une masse musculaire insuffisante, un manque de nutriments possible et une hydratation peut-être insuffisante également. Effectivement, rien qu'en regardant simplement la cible, on voit que cette jeune femme est très carencée en masse musculaire. Elle a une masse musculaire insuffisante. Du coup, son squelette va aussi en pâtir, puisque le muscle va entraîner l'os. Quand on fait du muscle, on va aussi densifier l'os. Alors, bien sûr, ça va rester physiologique. C'est sûr qu'on va pas... on a physiologiquement de base, génétiquement parlant de base, un squelette qui sera plus ou moins important, mais clairement, on peut quand même l'améliorer un peu en augmentant la masse musculaire. Donc, en plus, un squelette délétère, ou insuffisant à son âge, va créer des insuffisances qui vont possiblement se
se répercuter plus tard, notamment pour sa mise en réserve en calcium et des complications qu'elle risquera d'avoir, notamment au moment possiblement des grossesses futures. Donc ici, on peut suspecter déjà une possible ostéopénie et une possible sarcopénie, donc manque de densité osseuse et manque de masse musculaire. Les tuiles vont venir confirmer en détail la cible. Et donc, quand on voit… alors, la masse grasse va paraître possiblement un peu surexprimée ou un peu en surplus, bien que Anaïs soit fine, mais on va dire de manière… en pourcentage par rapport à sa masse musculaire, elle va être un peu surestimée peut-être. Disons que le fait qu'elle n'ait l'équilibre entre masse musculaire et masse grasse, on va avoir une surestimation possible un petit peu de la masse grasse, sachant que la priorité va être de consolider la masse musculaire. Donc, quand on regarde la tuile masse musculaire squelettique des membres, on a un indicateur qui s'appelle, donc c'est l'index ASMI, qui est tout en bas à droite. Donc, on a une limite inférieure sous laquelle il ne faudrait pas descendre, qui est de 5,45 kg par mètre carré. Et on est ici chez Anaïs à 5,20. Donc, on a une confirmation d'une sarcopénie. On se retrouve donc du fait de toutes ces carences ou déficits en masse musculaire avec une masse protéique métabolique qui va être de fait trop basse, donc les cellules n'auront pas assez de protéines, et également la part de cellules actives va être insuffisante, majorée également par un déséquilibre hydrique en lien donc avec sa masse musculaire possible, un terrain inflammatoire possible, une possible hyperperméabilité intestinale, possiblement également avec un manque en intracellulaire de magnésium et possible de magnésium ou potassium. On a également donc accès à d'autres tuiles que je n'ai pas mises pour le premier exemple avec Audrey, où là, on a la possibilité donc de regarder la masse hors graisse, donc pour vérifier l'état de nutrition ou de dénutrition, avec un index donc, qui est l'index FFMI, pardon. Donc, si cet index est inférieur à 15 kg par mètre carré pour une femme, donc c'est un peu plus élevé pour un homme, on aura une indication possible de dénutrition. Ce qui est effectivement le cas pour Anaïs. Ici, elle est à 14,04, donc elle a un manque au niveau alimentaire. Donc, je la mets en garde en veillant, puisqu'effectivement, elle faisait absolument aucun cas, d'ailleurs sa mère également, des associations, notamment céréales légumineuses, etc., au niveau alimentaire, qu'il fallait vraiment y veiller, faire attention, prévoir une supplémentation pour tout ce qui n'était pas amené par l'alimentation, et notamment le côté iode, majorer certains modes alimentaires, notamment peut-être augmenter le côté amandes, etc., pour avoir un peu plus de calcium. Anaïs s'en va en stage
en Irlande, je crois, de mémoire. Donc, je la revois qu'1 an après. On reprend une mesure et là, elle n'a absolument pas fait du tout attention et encore moins à son alimentation. Et elle a aggravé son état puisque son index FFMI est passé de 14,04 à 13,96, donc elle a aggravé sa dénutrition. Sa masse sèche a encore diminué, donc elle a perdu de la masse musculaire. Et donc, elle se retrouve dans une situation encore plus dégradée. Et pour le coup, là, je lui ai demandé soit de changer son alimentation, soit, si elle ne voulait pas, moi, je ne voulais plus continuer à prendre le risque de la suivre, parce que voilà, elle se mettait en danger et je l'ai vraiment informée. C'est vrai que de voir sous ces indicateurs-là, ça lui a quand même permis de réagir. Voilà, donc pareil, donc toujours avec cet historique qui montre la perte de masse encore musculaire. Voilà. Donc, il sera important, donc ici, il était important d'insister sur les bons apports protéiques, sur l'hydratation, sur une surveillance accrue de l'alimentation et tous les bilans éventuellement envisageables pour aider cette personne. Donc, le côté visuel va être intéressant. Donc, dans le même ordre d'idées, j'avais reçu Camille, qui, elle, était végétarienne et qui hésitait à réintroduire un peu de viande et de poisson parce qu'elle se trouvait de plus en plus fatiguée et elle se sentait de plus en plus attirée par la viande et le poisson. Donc, elle se demandait effectivement s'il était utile de le faire ou pas et de modifier son alimentation, sachant que dans tous les bilans avec lesquels elle était venue me voir, il y avait par ailleurs des carences de diverses vitamines et notamment vitamines B9 et B12. Donc, le côté visuel des chiffres, enfin des différents résultats, lui l'a conforté dans son idée de réintroduire donc ces protéines, notamment viande et poisson. Donc, elle a également donc, un angle de phase trop bas, un IR trop bas. Et quand on regarde sur les différentes valeurs, on s'aperçoit qu'elle a un déficit en masse musculaire. Donc, effectivement, en plus, un squelette un peu léger et par contre, elle avait un surplus en masse grasse. Elle mangeait beaucoup trop glucidique pour elle. Et du coup, elle avait tendance à faire surtout de la masse grasse et ne pas avoir assez de masse musculaire. Donc, on était pareil sur la masse musculaire squelettique des membres sur un index qui était en deçà de la limite inférieure. Un autre cas de dénutrition, pour le coup, donc Véronique, prof de yoga, elle a 66 ans. En fait, elle venait pour des problèmes de toux qui perduraient et une perte de poids anormale. Elle prend d'elle-même beaucoup de compléments alimentaires et notamment beaucoup de compléments avec des antioxydants. Elle est persuadée de très bien manger, très équilibrée, elle ne mange pas de gluten depuis des années. Au cours de l'anamnèse, il y a quand même une mise en évidence d'un manque majeur en protéines qu'elle avait du mal à concevoir et à imaginer. Et en fait, on a
grâce au côté, encore une fois, visuel des résultats, on a pu mettre en place ou mettre en avant une modification de l'alimentation. Donc, elle a un IMC qui est trop bas, hein, puisqu'il est, il est à 16,59. Elle a un angle de face qui est très bas. Donc, en même temps, elle sortait d'un Covid avec une toux qui perdurait. Donc, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles cet angle de phase était très bas, plus une carence protéique et masse musculaire avec une perte de poids importante. Un IR donc, qui montre un terrain un peu inflammatoire puisqu'il est au-dessus de 0,8. Et schématiquement, donc rien qu'en regardant la cible, on s'aperçoit de nouveau de ce squelette qui est très léger et cette masse musculaire qui est trop basse, plus une masse grasse qui est en limite basse. Donc, on se retrouve avec, encore une fois, une sarcopénie. Et quand on regarde sur les autres indicateurs, donc notamment avec l'index FFMI, on voit également un début de dénutrition. L'hydratation est également pas très bien équilibrée, avec un excès, notamment en intracellulaire, qui peut signer également ou être un indicateur ou orienté vers un déficit de certains acides aminés, notamment on le voit donc de protéines, donc ce qui est en corrélé avec cet exemple. Alors on peut l'utiliser également, moi je l'utilise aussi pas mal chez les sportifs ou les personnes qui reprennent le sport. Donc là, j'avais utilisé cet homme qui était un bodybuilder en fait, parce qu'il avait des résultats en termes de chiffres, je crois que c'est les plus hauts que j'ai pu avoir. Donc, on a un angle de phase qui est extrêmement haut, il est à 10,4. Donc, quand je le rencontre, Jérôme, il a 24 ans. Il s'entraîne énormément. Il pèse 98 kg pour 1,88 m. Donc, il a un IR qui est très bas. Donc, chez lui, tous les indicateurs sont au vert. Très bonne masse osseuse. Très bonne masse musculaire. Là, il était en période de sèche, donc il était à 9,5% de masse grasse. Donc, il a un IMC qui est en orange, puisqu'il était de mémoire, si je reviens en arrière, il était pratiquement à 28, donc il est quasiment considéré en surpoids. Donc, ce qui montre aussi que l'IMC n'est pas révélateur de tout, puisque lui, il n'a absolument pas de masse grasse, il a une très forte masse musculaire et du coup, très fort squelette. Donc, son hydratation est très bonne, la répartition est très bonne, la masse cellulaire active est très bonne. Donc, lui, ça illustre très bien, en fait. Je le suivais à l'époque. En fait, il était intéressé pour voir les variations en fonction de ses modes d'entraînement et de ses modes alimentaires, en fonction de quand il était en période de sèche ou pas. Et donc, je l'avais revu peu de temps après le premier contrôle, où il avait perdu 1 kg, mais là, il n'était plus en période de sèche. Donc, perte de 1 kg, il avait perdu 1 kg de masse sèche et pris 3 kg de masse grasse,
contrebalancé par également un petit peu moins d'eau, moins de rétention dans les tissus parce qu'ils s'entraînaient aussi un petit peu moins et peut-être un petit peu moins aussi de compléments, pas toujours, je ne sais pas s'ils étaient toujours licites, mais bon, après ça ne me regardait pas. Un autre exemple donc, de remise en forme, et voilà, donc c'était Laurent, qui est un homme qui est très très mince, donc c'est à l'opposé de Jérôme. Il adaptait son alimentation pour reprendre du poids. Donc au départ, il avait commencé avec un coach où il a majoré donc la musculation, le renforcement musculaire et la course à pied. Donc course à pied qu'il a arrêté relativement rapidement, notamment je lui avais conseillé de l'arrêter parce qu'en fait il séchait beaucoup trop et il perdait du poids. Donc, il a au démarrage donc, un angle de face qui est à peu près dans la norme, une norme un petit peu basse pour un homme, mais bon, il redémarre juste l'activité physique et compte tenu des autres valeurs qu'on va voir après, c'est vrai qu'il était plutôt correct. L'IR est correct également. La prise de mesure donc, nous indique une masse musculaire insuffisante, un squelette léger. Donc, même si effectivement son squelette ne sera jamais très, très gros, c'est vrai qu'il conviendrait donc qu'il soit un peu entre guillemets dopé par la prise de masse musculaire et donc par l'exercice. Donc, la confirmation par les différentes tuiles, on voit que la masse musculaire des membres est déficitaire, donc il y a une sarcopénie. Donc, on le voit avec l'index ASMI. Donc, chez l'homme, la limite inférieure est plus élevée que chez la femme. Elle est à 7,26 chez l'homme. Donc, lui, il est à 6,50. Il a une masse grasse qui est dans la norme, même si elle est basse. Il est à 10% de masse grasse. Il ne faudrait pas qu'elle descende non plus trop bas. Mais pour le moment, elle reste dans la norme. Il n'y a pas de souci majeur. Donc, on voit donc dans la traduction le squelette également qui est un petit peu léger. L'hydratation est correcte, la répartition de l'eau également, compte tenu du fait qu'il manque quand même un petit peu donc, de masse protéique et donc de muscle. Donc, après plus d'un mois et demi de mise en place donc, des différentes réformes alimentaires et de l'adaptation de l'activité physique, on a un angle de face qui s'est amélioré. Il est passé de 6,3 à 6,6. Il y a eu une prise de masse musculaire, donc de fait, une densification un petit peu de la masse osseuse et une amélioration de l'hydratation. Donc, bien sûr, il reste encore des choses à faire, mais on voit que ce qui a été mis en place, en tous les cas, confirme donc que les choses sont sur la bonne ligne et qu'il faut continuer comme cela. Donc, on a en visuel, on voit, et donc on voit sur la comparaison par rapport aux fois précédentes, notamment aussi avec les petites lignes qui sont en dessous, que tout monte, donc on est tout en amélioration partout. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire. Donc, je le revois prochainement, ce monsieur, et j'espère qu'on pourra continuer. Donc, je voulais finir par un dernier cas, qui est un cas un peu particulier.
alors qui peut-être sera entre guillemets un peu hors norme dans l'appréciation des mesures, mais dans le suivi qui pourra nous permettre quand même de voir les évolutions. Donc là, c'était effectivement, donc on ne prendra pas nécessairement de manière absolue les données, mais on va pouvoir apprécier les équilibres ou les déséquilibres et vérifier donc l'évolution. Donc là, c'était Maria-Elisabeth qui a 49 ans quand je la rencontre. Elle mesure 1,45 m et pèse 37,5 kg. Donc c'est une femme qui est extrêmement stressée, qui mange beaucoup de glucides, beaucoup de plats en sauce, peu de fruits, peu de légumes, et qui s'est mise à faire énormément de sport. Beaucoup de sport par rapport à ce qu'elle faisait avant, donc elle faisait quasiment rien. Donc, elle fait 4 à 5 heures de sport intense par semaine. Et en fait, elle venait me voir parce qu'elle avait des grosses problématiques au niveau des intestins et possiblement des problématiques d'ordre hormonal, notamment à l'approche d'une périménopause. Donc, l'impédance-métrie a permis de valider ou de vérifier les points à corriger, notamment par rapport aux apports protéiques, par rapport à la répartition aussi de l'hydratation qu'il allait falloir prendre en compte. Donc, cette femme a une masse musculaire qui était insuffisante. Et une masse grasse, par contre, bien dans la norme, et également une toute petite masse osseuse. Alors, il faut dire aussi que c'est une personne qui est née prématurée, qui a eu des difficultés de croissance. Donc, tout ça n'aide en rien, effectivement, dans son tableau. De plus, son alimentation étant extrêmement déséquilibrée et acidifiante, on ne va pas aider non plus sur son contenu minéral osseux. Donc, toutes ces mesures ont permis de mettre en avant notamment, encore une fois, le côté sarcopénie, le côté contenu minéral osseux insuffisant. Une hydratation qui va être correcte, mais avec une très mauvaise répartition, déjà avec possiblement un manque de protéines dans son alimentation. Également, elle mange très glucidique, donc une problématique de gestion de l'insuline aussi, qui va aussi majorer possiblement ce côté intracellulaire augmenté. Donc, tout ça nous permet de valider les différents éléments et de pouvoir apporter les corrections qui vont bien et de surveiller l'évolution ensuite. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, maintenant, nous allons voir si vous avez quelques questions. Merci beaucoup, Véronique. Si vous pouvez désactiver le mode présentation, s'il vous plaît. Je vais faire. Donc, merci pour ces différents cas qui étaient très variés. Donc, on a pu voir en fait une grande diversité concernant les études de cas que vous avez réalisées. Donc, par rapport aux questions, nous avons quelques questions, notamment de Christine Henrion. Donc, je vais en profiter pour avoir près de moi Alain Le Tourneur, donc le concepteur du Biologie Expert et expert en bioimpédométrie. Donc, Alain, on a une première question concernant plutôt l'appareil. Il n'y a pas de détails sur la répartition de la masse grasse, la partie des jambes, bras, graisse viscérale, qui est très importante. Peux-tu nous donner un éclaircissement sur le fait qu'avec le Biologie Expert, nous n'avons pas ces données?
Oui, bonjour. Donc, première chose, euh, est-ce que vous savez comment est mesurée la masse grasse en bioimpédance-métrie? Donc, Je ne peux pas répondre. non. Ah, d'accord. Ok. Alors, je vais venir directement sur le sujet. Au niveau des graisses viscérales, de la mesure des graisses viscérales, nous, on ne le donne pas. On donne des indicateurs qui sont basés sur des mesures centimétriques si elles ont été rentrées. Un, parce que on estime au travers de toutes les publications qu'il y a aujourd'hui que la meilleure façon de pouvoir déterminer un ratio qui peut dire voilà, il y en a un peu, il y en a beaucoup, il y en a moyennement, et définir exactement des graisses viscérales en bioimpédance-métrie, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible, pourquoi? Vous allez comprendre, c'est très simple. La masse grasse est un isolant. Et donc, en fait, en bioimpédance-métrie, on ne mesure pas, on n'évalue pas la masse grasse. On évalue la masse non grasse, qui, elle, contient toute l'eau, contient les protéines, contient les minéraux. Et comme on a le poids de la personne, eh bien cette masse non grasse, également appelée fat-free mass, on la déduit du poids et on obtient la masse grasse. C'est ce que font tous les appareils de bioimpédance-métrie. Que ce soit le BioDiExpert ou que ce soit quelque appareil que ce soit, c'est la façon dont c'est fait. Après, une des meilleures techniques, c'est de mesurer le périmètre centimétrique de la personne. C'est ce qui va permettre d'avoir une idée si la personne a des graisses viscérales. Mais donner des graisses viscérales à partir de la bioimpédance-métrie, ça ne tient pas la route. Parce que c'est logique, puisqu'on ne peut pas mesurer la graisse globale, je ne vois pas comment on pourrait les mesurer, la graisse viscérale. Et Alain, une spécification concernant les membres? Alors après, au niveau des membres, oui, c'est pas inintéressant le segmentaire. Mais bon, les dispositifs aujourd'hui de type balance polaire, avec donc sur la base de 8 électrodes, font circuler les impédances et donc vont recueillir des impédances sur les bras, sur les jambes et sur le tronc. Donc ça, ils le font. Ils le font. Mais après, déterminer exactement la masse musculaire et déterminer exactement la masse grasse qu'il y a sur ces membres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du tronc, l'impédance du tronc est très, très, très basse. À peu près, on va dire, entre 35 et 30 et 45 ohms. Et donc, à un ohm près, c'est très difficile déjà de mesurer correctement le tronc. Et une erreur d'un ohm ou 2 ohms sur le tronc correspondent à des erreurs au final qui sont très élevées. Pour une autre idée, les membres sont beaucoup plus hauts en impédance. Ça permet d'avoir des mesures qui sont plus sûres. Parce que l'écart, un petit écart n'a pas beaucoup d'incidence. Après, de ce que je peux voir, de ce que j'ai pu analyser, de comparatifs que j'ai pu faire avec des dispositifs qui font justement de l'ectopolaire, qui donnent les bras, les jambes et le tronc. Par exemple, j'ai fait une mesure sur moi versus DEXA, et donc j'ai fait d'autres comparatifs versus DEXA, mais en particulier un sur moi. Et c'était inversé les proportions entre les jambes et le tronc, donc ce n'était pas très cohérent sur moi. Après, où c'est une donnée qui est fiable, c'est le fait de dire quel est le côté qui est prépondérant, le côté droit ou le côté gauche. Pourquoi? Parce que si l'impédance est plus basse d'un côté que de l'autre, forcément, c'est ce côté-là qui est prépondérant. Et après, la façon dont sont évaluées ces données qui sont le tronc, les bras et les jambes,
c'est fait à partir de gabarits basés sur les impédances qui sont données. Voilà, donc ce n'est pas d'une très haute précision, mais ce n'est pas inintéressant. Ça peut être intéressant entre le côté droit et le côté gauche, à savoir qu'il y a quand même très peu d'écart au niveau des gens entre le côté droit et le côté gauche. Voilà, après, donc, dans le choix des produits, si on veut vraiment avoir du segmentaire, à partir de ce que je viens de dire, en connaissant vraiment ce qui est capable de faire le segmentaire, pourquoi pas. Nous, on a choisi une autre option, c'est la mobilité, et c'est de mesurer les gens à partir du côté droit, ce qui nous permet d'avoir des valeurs de référence qu'on peut donner, car la très, très grande majorité des études qui ont été faites et de publications sur lesquelles on peut s'appuyer pour donner des résultats en bioimpédancemétrie ont été faites sur le côté droit avec des appareils à 4 électrodes. Alain, merci pour cette réponse. On va passer à une autre question. Donc, toujours de Christine qui demandait comment vous identifiez un manque de vitamine B9 ou B12. Donc, Christine, avec la bioimpédancemétrie, il est impossible de mesurer les vitamines, mais on va demander à Véronique comment a-t-elle fait pour avoir ces informations. Moi, en fait, je le fais par des bilans sanguins. Le micro, il faudrait réactiver le micro, s'il vous plaît. Il est activé? Non, il est toujours désactivé. En bas sur la gauche, voilà là. C'est bon là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je le fais avec des bilans sanguins. Et alors, bon, j'ai la chance de travailler avec une généraliste qui souvent m'envoie des personnes avec déjà tout leur bilan. Et puis, sinon, les personnes, je le fais mesurer quand on en a besoin. Merci pour votre réponse. Oui, en fait, le bioimpédancemètre peut être, on va dire, complété avec d'autres diagnostics, que ce soit prise de sang, où vous avez élaboré dans vos cas, par exemple, sur des risques de sarcopénie ou d'ostéopénie avec des DEXA pour avoir des résultats complémentaires. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder si, puisque vous faites ce type de mesure, si vous avez une corrélation entre une amélioration de la teneur en vitamine et une évolution de l'angle de phase. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. C'est possible, je n'ai pas essayé, je n'ai pas fait. Mais comme vous posez la question, ça c'est intéressant à regarder. Donc, merci pour votre réponse. Une autre question, je vois que Pierre est connecté, je vais lui demander de répondre et éventuellement de partager son écran. C'est concernant les données, sont-elles enregistrées sur quel support? Un logiciel, mail, synthèse, PDF? Alors, bonjour à tous. Donc, concernant cette question, très simplement, il y a le logiciel Biody Manager. Donc, c'est la plateforme qui héberge les données. C'est stocké sur un hébergement de données de santé sécurisé. Donc, aucun risque à ce niveau-là, au niveau de la sécurité des données patients. Il y a un premier affichage sur le logiciel lui-même. Donc, vous pouvez voir les résultats, vous, avec la vue professionnelle. Vous avez possibilité de faire une impression PDF. Donc, vous pouvez imprimer les résultats en PDF ou enregistrer un fichier PDF si vous le souhaitez pour l'envoyer par mail à votre client. Et on a également la possibilité depuis peu d'activer une application pour le patient. Donc, avec Biody Control, vous envoyez une invitation à votre patient. Il pourra en fait, depuis son application, depuis son téléphone, voir ses résultats. Donc, je vous montre rapidement. Vous les aurez de manière simplifiée. Vous n'aurez pas tous les détails pour pas justement que le patient s'embrouille dans les résultats et trop d'informations. Vous aurez la cible et quelques données fondamentales. Voilà. Merci Pierre pour cette intervention et cette réponse. Donc, on va continuer avec une autre question, car le temps arrive bientôt à échéance. Donc, est-il possible d'utiliser sur le cas particulier des femmes enceintes avec leurs besoins spécifiques? Donc là, en tant que fabricant, on déconseille d'utiliser le bioimpédancemètre sur des femmes enceintes, tout simplement parce qu'on n'a pas pu le valider. Et, pardon? Bonjour Mariam, j'étais sur…
Donc, les femmes enceintes ne peuvent pas être mesurées avec de la bioimpédancemétrie pour des questions de déontologie. Donc, on n'a jamais prouvé s'il pouvait y avoir un risque ou pas. Donc, en prévention, on recommande de ne pas l'utiliser. Tout comme également les porteurs de pacemaker. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont les deux exclusions concernant les mesures sur la bioimpédancemétrie. Donc, je crois que nous avons fait le tour des différentes questions. L'heure arrive, le webinaire arrive à sa fin. Donc, je tenais encore à vous remercier pour votre présentation et pour cet échange concernant votre utilisation de la bioimpédancemétrie dans votre vie de tous les jours. Je vous remercie bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à un prochain webinaire. Bonsoir, bonne journée à tous. Au revoir. Et oui, concernant Nathalie, nous vous renverrons donc le replay de ce webinaire. Merci à vous et bonne fin de journée.